quand j'ai reçu ma facture début avril du premier trimestre 2023, m'attendant à avoir une facture à peu près de 12 000 euros et que j'ai reçu une facture de 120 000 euros, le ciel m'est tombé sur la tête, pour reprendre une expression un peu gauloise. Bonjour Monsieur Le Guaster, merci d'être avec nous aujourd'hui sur la chaîne de Contreval Associés. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos spectateurs? Merci beaucoup déjà de me recevoir. Donc, je m'appelle Romain Le Guaster, je dirige une petite PME industrielle dans le centre de la Bretagne, patronat de Ploërmel, qui s'appelle Bois et Bûches, avec un nom commercial qui s'appelle Omabûches. Je produis des bûches reconstituées, des bûches densifiées qui ont vocation à alimenter les poêles à bois, les foyers bretons, donc poêles à bois, inserts, cheminées, etc. Voilà, petite société industrielle d'une dizaine de personnes qui, comme je disais, contribue à sa façon à la transition énergétique, puisque je valorise souvent des copeaux, de l'entretien de haies de bocage, des choses comme ça, pour en faire un produit qui vient se substituer au gaz et au fioul, puisque quand vous mettez une bûche densifiée dans un poêle à bois, c'est autant de chaleur que vous ne venez pas tirer d'un litre de fioul qu'on va chercher fort loin dans des pays fort peu fréquentables. Donc il vaut mieux une bûche densifiée issue du bocage breton qu'un litre de fioul issu du Qatar ou de je sais pas où. Très intéressant. Vous êtes donc un homme de terrain qui fait vivre un écosystème économique local et évidemment engagé pour l'énergie de demain. Et pourtant, depuis 3 ans, vous vous battez pour faire fonctionner votre entreprise. Alors, à quel problème principal avez-vous été confronté? Alors moi je suis un peu en bout de chaîne de tous les problèmes que rencontrent tous les patrons de PME. J'allais dire un triptyque entre problèmes de recrutement, problèmes de fidélisation des effectifs, avec des problèmes de turnover, des problèmes de présence des collaborateurs, puisque je pense que la protection est beaucoup trop forte. Donc quand on gagne autant à venir au travail ou à ne pas venir au travail, bah, à mon avis c'est un premier problème. Donc ça c'est le premier problème. Comme tout chef d'entreprise un peu dans l'industrie, on a des difficultés sur la partie RH. Deuxième problème, bah, on est en bout de chaîne de toutes les décisions un peu débiles qui ont eu lieu ces dernières années. Et je pense en particulier au PGE, aux prêts garantis par l'État, puisque moi j'ai un carnet de commandes qui était plein, avec un outil industriel qui fonctionnait bien. Et puis j'ai appris du jour au lendemain qu'il fallait que je ferme mon usine pendant plusieurs mois. Et donc pour pas mourir, on m'a proposé de faire un prêt garanti par l'État au moment du Covid, et qui en fait a une forme de mort décalée, puisque actuellement on nous demande de rembourser ces fameux PGE, alors même que l'activité, même si elle est soutenue, ne dégage pas des marges suffisantes pour à la fois payer le train commun et à la fois payer ces mois d'arrêt qui ont été très longs. Donc ça, c'est ma deuxième très grosse difficulté. Puis troisième, encore plus grosse difficulté, c'est l'explosion des prix de l'énergie, puisque actuellement, il y a un slogan assez populaire qui dit qu'il faut réindustrialiser la France. On oublie aussi que pour l'industrie, il faut de l'énergie. Et quand vous avez soit une énergie qui coûte 4, 5 ou 6 fois ce qu'elle devrait nous coûter si on s'appuyait sur notre parc nucléaire, mais comme on a décidé d'indexer notre prix de l'électricité au gaz allemand, enfin au gaz qui a explosé du fait de la consommation allemande, on se retrouve dans des difficultés croisées, c'est-à-dire problème de recrutement, problème de remboursement des dettes Covid, et puis problème du prix de l'électricité qui a explosé, en particulier en 2023, où moi j'ai une facture qui est passée en quelques semaines de 4 000 euros par mois à 40 000 euros par mois. Voilà. Et donc c'est au-delà d'une explosion, parce que moi qui suis un industriel, je sais bien que les prix de production n'évoluent pas de cette façon. Donc c'est qu'entre les 4 000 et les 40 000 euros, il y a en fait une part très importante de spéculateurs qui viennent finalement se faire du gras sur la laine de petits patrons de PME industrielles. Eh bien, effectivement, ça fait beaucoup de problèmes que vous venez de soulever. Euh, ça fait déjà quelques temps que vous avez essayé d'alerter les pouvoirs publics et les politiques. Quelle réponse vous a été apportée sur ce sujet concrètement dans votre territoire? Donc ça peut être à différentes échelles. Euh, Qu'est-ce qui a été mis en place? Alors très étonnamment, je ne vais pas cracher dans la soupe, on va dire la haute administration, les cabinets ministériels, les conseillers politiques, enfin les conseillers dans les cabinets ministériels ont été assez mobilisés sur mon dossier, puisque, comme je vous le disais, mon entreprise était presque morte il y a quelques mois du fait de l'explosion des prix de l'électricité. Et je dois reconnaître en fait que les hauts fonctionnaires font ce qu'ils peuvent.
Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, quand vous avez un directeur de cabinet d'un ministre qui vous dit Monsieur Guaster, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'en fait, on ne fait qu'appliquer les règles européennes, on s'aperçoit en fait que notre pays n'est plus souverain. Et ça, c'est un point quand même assez magistral. La démonstration est faite de façon magistrale de montrer qu'en fait, nos politiques en fait, ont plus les manettes. Et donc, pour moi, un homme politique qui n'a plus les manettes, un ministre qui n'a plus les manettes, et ben en fait, son ministère n'a plus qu'à être dissous finalement, parce que s'il ne sert à rien que faire la courroie de transmission entre des décisions qui se passent à Bruxelles et l'exécution de ces décisions qui se passent en province, je ne vois pas l'intérêt finalement de mettre entre les deux une couche de transmission qui a priori n'a pas le pouvoir de décider. Alors ça, c'est un peu la version officielle, puisque je rappelle en fait que dans d'autres pays, il y a eu des possibilités de modifier les règles. Je pense au Portugal et à l'Espagne, qui ne sont pas strictement sortis du marché européen de l'énergie, mais qui ont décidé le temps que la crise, en particulier liée à la guerre en Ukraine, avec l'explosion du prix du gaz, l'Espagne et le Portugal, sans sortir du marché européen de l'énergie, ou en tout cas retirer du calcul du prix du kilowatt le gaz, parce que c'est un indice qui dépend d'un certain nombre de critères, dont le gaz. Et donc les Portugais et les Espagnols se sont retrouvés dans une situation concurrentielle, c'est-à-dire qu'ils ont pu finalement atténuer les effets d'augmentation de l'énergie et continuer à travailler de façon normale, j'allais dire, et avoir des produits qui étaient sur le marché et qui n'étaient pas décalés en termes de prix du fait de l'explosion du prix de l'énergie. Donc en fait, la réponse des pouvoirs publics a été finalement pour moi, j'allais dire un étonnement, je vais être un peu hypocrite de vous dire que j'étais étonné, est venu confirmer qu'en fait, sur nombre de sujets, on avait perdu notre souveraineté. Donc on a un État français qui ferait uniquement partie d'un millefeuille administratif qu'on dénonce très souvent chez Contrôle Associés, mais en fait un millefeuille administratif plus seulement français mais européen. Donc c'est très intéressant ce que vous dites, mais chez Contrôle Associés, quand il y a eu la crise de l'énergie, on a mené des campagnes justement pour réduire le prix de l'électricité au prix des contribuables, vous savez, que l'on défend tous les jours. Notamment, on réclamait un taux de TVA à 5,5%, parce qu'aujourd'hui il est de 20%, et on voulait qu'il soit abaissé et déclaré en tant que bien de première nécessité, ce qui aurait déjà permis de faire des économies. Est-ce que vous approuveriez une telle mesure? Écoutez, oui, je l'approuve d'autant plus que je serais assez mal placé pour vous dire le contraire, puisque le bois énergie est déjà sur un taux de TVA à 10%. Alors, ce n'est pas 5,5, mais ce n'est pas 20. Et on voit bien qu'effectivement, la fiscalité qui s'applique sur le bois énergie a été un facteur de développement du bois énergie, qui est une ressource locale, qui est une ressource, je n'allais pas dire pas inépuisable, mais en tout cas, on voit bien que le développement du bois énergie, donc de la biomasse, comme on dit, comme énergie, a été un facteur de développement de grands programmes, hein, de cogénération, c'est des termes un peu techniques, mais désormais on est capable de produire de l'électricité et de la chaleur à partir de biomasse, à partir de déchets de bois, à partir de déchets verts, etc. Et ça s'est fait en particulier parce qu'on a bénéficié d'un taux de TVA à 10%. Alors moi je ne pourrais que vous suivre dans votre démarche d'aller demander un taux de TVA à 5,5. C'est ce que j'aimerais également pouvoir proposer moi à mes clients, c'est une TVA à 5,5. Peut-être déjà faisons une première marche en étant à 10%, mais en tout cas, l'énergie qui est un bien essentiel à la fois pour la vie des ménages, pour s'éclairer, se chauffer, cuisiner, eh bien pour l'industrie, c'est d'autant plus fort. C'est quoi, finalement, l'industrie, c'est quoi? C'est une matière première qui est transformée dans des machines qui consomment de l'électricité ou de l'énergie pour en faire un produit final qui, lui, a une vocation d'être consommé par un client. Donc, je suis complètement en phase avec les démarches, en tout cas, de contribuables associés. Tout ce qui peut pousser, finalement, à réduire la TVA sur les biens essentiels pour les particuliers, mais également peut-être pour les industries françaises. Alors, je mettrai un tout petit bémol, c'est que je pense par contre que tout ce qui est abaissement de la TVA sur le marché national, c'est excellent, mais avec une très forte protection, avec la restauration de droits de douane, avec une forme de protectionnisme, parce qu'on sait bien que la TVA, c'est aussi une arme qui permet aussi d'empêcher les produits chinois et les produits, en tout cas qui ne sont pas produits dans les mêmes règles que ceux imposés aux industriels français. Voilà. Parce que je ne pense pas que le taux de charge sociale d'un ouvrier chinois soit exactement le même que celui que je paye à mes ouvriers. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir, parce que vous avez parlé des charges, et donc ça nous amène aux questions par exemple de bulletins de paie hyper complexes.
On vient de sortir chez Conseil Associé une étude sur la simplification administrative écrite par Sébastien Lay. Et on sait que c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur les chefs d'entreprise. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui la bureaucratie étrangle les producteurs? Alors, elle étrangle, elle saoule surtout le travail administratif. C'est un travail qui n'apporte absolument aucune valeur ajoutée. Remplir un CERFA numéro 452, mais avec l'annexe verte du truc, etc. Si vous voulez, c'est les 12 travaux d'Astérix dans ce qu'on fait de plus épouvantable. Et puis en plus, on a retiré finalement la vocation première de la fonction publique, qui est en fait un service public. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, l'administration, le service des impôts, etc., devrait être au service des contributeurs. Et là, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ils instaurent des normes, des règles, des paperasses épouvantables, mais en fait, qui n'apportent aucune valeur ajoutée, à part, pardonnez-moi l'expression, emmerder le monde. Moi, j'ai quand même une assistante pour une toute petite PME de 10 salariés, on fait 2 millions de chiffre d'affaires. J'ai une assistante à temps plein pour régler des problèmes de remplissage de documents dont on ne connaît même pas la finalité. Vous savez, moi, j'ai quand même une taxe dans le monde forestier, parce qu'en fait, dans le bois énergie, on a une taxe qu'on verse tous les ans qui s'appelle la contribution volontaire obligatoire. Là, je crois que tout est dit. C'est-à-dire que soit elle est volontaire, mais dans ce cas, elle n'est pas obligatoire, ou si elle est obligatoire, alors dans ce cas, elle n'est pas volontaire. Voyez. Donc, eh bien ça, cette taxe, c'est 5 ou 6 documents CERFA qu'il faut patiemment remplir pour verser, in fine, cette fameuse contribution volontaire obligatoire. Voilà, on a à peu près une synthèse de tout ce qu'on sait faire de mieux dans la paperasserie française. Eh ben, franchement, quel exemple bien trouvé, je ne connaissais pas. La fameuse CVO, je pense que si un certain nombre de vos, ceux qui regardent cette vidéo ont quelques propriétés forestières, je pense qu'ils souriront parce que la fameuse CVO, la contribution volontaire obligatoire, ça fait quand même partie des trucs un peu compliqués à comprendre. Voilà, c'est un petit exemple amusant. Rien que le nom, c'est tout un programme. On va passer sur quelque chose qui est peut-être, pour continuer à se divertir, vous êtes un Breton, vous êtes installé dans le Morbihan. La Bretagne a été à l'origine, il y a quelques années, de grands mouvements de révolte fiscale. Je pense notamment au mouvement des bonnets rouges. Est-ce que vous pensez que cela peut encore arriver en Bretagne ou ailleurs en France? Oui, je pense qu'on est, j'allais dire en Bretagne certainement, puisqu'on a une forme de fierté et puis qu'on n'aime pas l'État centralisé, c'est pas complètement notre tasse de thé. Moi, je pense que le pays est actuellement dans un état très, très difficile. C'est très difficile pour tout le monde. C'est difficile pour les ouvriers, c'est difficile pour les chefs d'entreprise, c'est difficile pour les familles, dans un climat d'insécurité qui est absolument dingue. Et je pense que est-ce que ça commencera par une révolte issue d'une fiscalité non comprise et contraignante de plus, de trop? Peut-être. Est-ce que ce sera une révolte qui démarrera parce qu'il y aura le flic de trop qui se fera buter par un OQTF de trop qui n'a pas été viré du territoire? Je ne sais pas. Je pense en tout cas qu'on est dans un état, le pays est dans un état de très 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 grande tension et que, en tout cas, le constat qui est fait, c'est qu'on a un taux de contribution, un taux d'impôt qui est absolument fou, une dette phénoménale et aucun service qui fonctionne. Donc c'est vrai qu'à un moment, on est quand même en droit de se demander où va le pognon, quoi. D'ailleurs, vous avez quand même créé un mouvement citoyen. Vous êtes à l'origine d'un collectif qui s'appelle Collectif Énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ses missions, son but et qui y participe? Alors la première chose, c'est que, comme le dit, le principe de fonder un collectif, c'est que je ne suis pas tout seul dans cette situation-là. Quand j'ai reçu ma facture début avril du premier trimestre 2023, m'attendant à avoir une facture à peu près de 12 000 euros et que j'ai reçu une facture de 120 000 euros, le ciel m'est tombé sur la tête, pour reprendre une expression un peu gauloise, j'ai commencé à en parler autour de moi. J'ai quelques articles de journaux ont parlé de ma situation. Et en fait, j'ai été contacté très vite par un certain nombre d'entreprises, aussi bien dans le domaine agroalimentaire, mais également des exploitations agricoles, des commerçants, etc., qui m'ont dit, on a exactement le même problème que vous. Il faut qu'on se regroupe pour qu'on essaye d'avoir une action commune. Donc c'est comme ça qu'on a fondé ce collectif, qui avait des problématiques très différentes. Je pense par exemple à un des membres du collectif qui produit des échalotes dans le Finistère, et donc qui a des grandes chambres froides pour conserver les échalotes et les maintenir dans le temps. Et donc lui a eu la même histoire que moi, sa facture qui a été multipliée par 8 ou 9.
et qui me disait, moi le problème c'est qu'en fait 80% de ma production, je la vends en Égypte. Et donc moi je ne peux pas dire aux Égyptiens du jour au lendemain, bah, en fait c'est plus 1,50 € le kilo, c'est 3 ou 4. Parce que les Égyptiens, ils sont comme tout le monde, ils ne sont pas plus bêtes que n'importe qui. Donc les échalotes, ils vont les acheter au Canada ou en Inde ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, on nous impose finalement des explosions tarifaires brutalement, c'est-à-dire que les choses arrivent du jour au lendemain. Et du coup, ça a fait perdre des marchés, ça a fait fermer des boîtes. Hein. Il y a un paquet il y a même un paquet de sociétés qui étaient dans ce collectif qui, au moment où je vous parle, ont disparu. Je pense à une dame qui avait un commerce à Lorient, qui avait 2 chambres froides, une chambre à 7 degrés et une chambre de congélation, où il y avait 3 salariés, et sa facture est passée de 400 € à 2000 €. Et ben pour elle, en fait, voilà, la conséquence, c'est que ce petit commerce, qui en plus ne vendait que des producteurs locaux sur un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de Lorient, eh bien ça, c'est un commerce qui a disparu au moment où je vous parle. Voilà. Donc ce collectif, en fait, il a eu pour vocation déjà de nous faire entendre, parce que quand on est tout seul, on est un peu une voix qui prêche dans le désert, et puis qu'on commence à être 10, 20, 30, on commence un peu à intéresser les pouvoirs publics, et donc c'est comme ça qu'effectivement, il y a eu déjà une prise de conscience. Mais je rappelle qu'avant, j'allais dire, l'épisode des industriels, des agriculteurs, etc., il y a des professions sur lesquelles ça a été une véritable boucherie. J'ai une pensée évidemment très émue et très amicale pour tous les boulangers qui ont fermé leurs portes il y a à peu près 1 an ou 2, pour la même raison, et qui, pour vous donner un peu l'ampleur de ce que ça veut dire, avaient fondé un collectif qui s'appelle toujours d'ailleurs les Pendus. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que ça veut dire pour un chef d'entreprise qui est obligé de fermer sa boutique pour une raison exogène. C'est toute sa vie, la plupart du temps, c'est 25, 30 ans de travail. C'est parfois des générations qui se repassent un outil de travail, et la dernière génération est obligée de fermer boutique, tirer le rideau pour des raisons exogènes et pour des conséquences de politique dramatiques et qui ne dépendent absolument pas du travail, en général du travail difficile et consciencieux d'entrepreneurs, d'équipes, de salariés qui, eux, n'y sont pas pour grand-chose. Effectivement, c'est dramatique. Est-ce que, si on revient un peu à l'actualité, on est à quelques semaines des européennes, vous l'avez évoqué, le rôle de l'Europe et notamment du marché européen de l'électricité. Est-ce que pour vous, il faut sortir totalement de ce marché? Alors les choses, pour moi, ne sont pas binaires. Moi, je reste convaincu que... j'ai été un peu éduqué, on m'apprenait en économie quand j'étais plus jeune. J'ai un principe qui a toujours un peu guidé en tout cas mes idées politiques, qui est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que je pense qu'on ne doit remonter au niveau européen que ce qui est mieux fait à un niveau européen, et on doit surtout laisser à un niveau national, voire à un niveau régional, voire même à un niveau cantonal. Enfin, voilà, le principe de subsidiarité, c'est qu'on ne fait remonter à l'échelon du dessus tout ce qui sera mieux fait. Bon, pour prendre un exemple, je pense que la conquête de l'espace, les fusées, c'est effectivement bien sûr au niveau européen que ça doit se gérer. Une compagnie aérienne, la construction d'avions, c'est bien sûr au niveau européen que ça doit se gérer. Et l'exemple d'Airbus et d'Ariane, pourquoi pas à un niveau européen, est un très bon exemple. Par contre, si vous voulez, le fait de s'ingérer dans la taille des huîtres ou des moules de Bouchot de la baie de Cancale, je pense qu'on devrait pouvoir laisser les Bretons gérer ce genre de critères. Voilà. Donc, moi, sortir du marché européen de l'énergie, pas sûr, parce que ça peut être aussi intéressant, nous qui sommes dotés de centrales nucléaires, de revendre aux Allemands une énergie décarbonée et non polluante. Par contre, être en mesure de modifier les règles, oui, ça me semble essentiel. Et je rappelle que certains pays qui pourtant ne sont pas sortis de l'Europe, hein, le Portugal et l'Espagne pour ne pas les citer, ont réussi, eux, à changer les règles. Et moi, je pense en fait que j'ai une analyse politique de ce qui s'est passé. C'est que la France n'a pas pu peser face à l'Allemagne sur l'indexation du prix de l'électricité à cause du gaz, parce qu'en fait, on est tellement surendetté que quand votre banquier s'appelle l'Allemagne, ben en fait, vous ne pouvez pas changer les règles, en fait. Donc, en fait, c'est la conséquence de tout ça. Donc, moi, je pense que les élections européennes sont un rendez-vous essentiel. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, de discuter, suite aux difficultés que j'ai eues avec mes problèmes d'électricité, et d'une petite vidéo que j'ai mise en ligne et qui a fait plus de 2 millions de vues. C'est quand même assez étonnant, comme quoi ce problème était attendu d'une certaine façon. Les gens se sont retrouvés
dans le combat que j'ai essayé de mener. J'ai eu le ministre de l'Industrie, M. Lescure, pendant pratiquement 3/4 d'heure, et j'ai effectivement rappelé que si les gouvernements ne sont plus en mesure de changer les règles, ne sont plus en mesure de nous protéger, ne sont plus en mesure ponctuellement à un moment de dire on sort pas du marché forcément européen de l'énergie, mais en tout cas certaines règles, on va les adapter au niveau national. Eh bien, si on n'est pas capable d'avoir les leviers de souveraineté pour le faire, eh bien, le peuple français va être convoqué le 9 juin pour rappeler qu'en fait, c'est lui le souverain, en fait. Et donc, le peuple est le seul souverain. Et vraiment, j'espère que les élections européennes qui viennent, ça va être l'occasion, effectivement, de rappeler au niveau européen que ce n'est pas la Commission qui est souveraine, ce sont les peuples européens qui sont souverains. Voilà. Et si les peuples européens envoient le signal qui fait que l'on sort du marché européen de l'énergie, eh bien, ce sera une décision qu'il faudra respecter. On va terminer cette interview et je voudrais que vous nous transmettiez un petit message. Qu'est-ce que les spectateurs et les membres de Construire Associés peuvent faire pour vous aider et pour aider votre entreprise au Mabuche? Eh bien, écoutez, déjà, le fait de m'interviewer et de me permettre de m'exprimer, c'est déjà une aide précieuse, puisque c'est important. Après, pour les membres de votre association qui sont en Bretagne et qui se chauffent au bois, eh ben, je les invite à se connecter sur mon site Mabuche, donc ohmabuche.fr, et puis nous commander des bûches densifiées, parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux. Pour ceux qui sont un peu plus éloignés, et pour me permettre justement de payer cette énorme facture d'électricité, puisque je suis actuellement en train de négocier, je dois 120 000 € à EDF, ce qui est énorme pour la taille d'entreprise qui est la mienne. On a mis en place une petite cagnotte, mais c'est pas, j'allais dire là-dessus que j'insisterai le plus. Enfin, on a une petite cagnotte sur Litchi qui permet à ceux qui veulent nous aider de nous aider. Et puis surtout, on donne rendez-vous à tous ceux qui sont en Bretagne, dans le Morbihan, en tout cas dans un rayon pas très loin de Ploërmel. Alors l'usine, pour ceux qui ne voient pas où est Ploërmel, c'est juste à côté du camp de Couët-Quidan, du camp de Saint-Cyr, qui est un peu plus connu, à côté de la forêt de Brocéliande. Et donc le 15 juin prochain, on organise, pour remercier tous ceux qui nous ont déjà aidés, une usine ouverte, une porte ouverte, porte de l'usine ouverte. Et on sera très heureux de vous accueillir à l'usine le 15 juin prochain autour d'une bolée de cidre et d'une galette de saucisse, parce qu'on reste en Bretagne quand même, donc les fondamentaux demeurent. Et donc on sera très heureux de vous accueillir le 15 juin prochain si vous êtes dans le Morbihan. Voilà. Donc on vous présentera l'usine, l'équipe, l'outil de travail et puis le process. Voilà. Bah écoutez, la solidarité, je pense que ça marche toujours. Et si on parle de bolée de cidre, je pense que les membres des Construire Associés bretons seront ravis de participer. Vous êtes les bienvenus en tout cas. Merci beaucoup. Merci monsieur. Merci encore.